Bonjour à tous, je vous souhaite un excellent mardi 2 juin 2020. Je voudrais consacrer quelques minutes à exposer quelques réflexions et quelques clarifications sur l'importance de la communication politique et notamment l'importance des clarifications dans le processus d'une révolution citoyenne. J'en profiterai pour aborder, je l'espère pour la dernière fois, trois calomnies, certes superficielles, mais pernicieuses, que certains ont tenté de développer ces dernières semaines contre le serviteur des pains spirituels de la liberté que je suis, et qui, de toutes les façons, ne peuvent pas nous empêcher d'accompagner le président élu du Cameroun, professeur Maurice Kamto, dans la grande victoire qui attend le peuple camerounais contre le régime satrapique et reptilien de Yaoundé au Cameroun. D'abord, j'ai déjà donné un exposé sur la notion de révolution, et tout le monde a compris que la révolution, elle consiste, en tout cas en politique, à opérer un changement, à passer d'une société A à une société B. La société A est considérée comme négative parce qu'elle a des défauts. Au Cameroun, c'est une société brutale, c'est une société violente, c'est une société corrompue, c'est une société dirigée par des institutions illégitimes, c'est une société incompatible avec le bien-être de la population. Et en quoi consiste la révolution? Il s'agit donc de la mise en œuvre de forces de changement qui ont pour but de réaliser ce que j'appelle donc la société B, c'est-à-dire une société meilleure, une société positive, une société en tout cas non violente, juste, prospère, fraternelle, une société bienveillante. Donc en fait, la révolution, c'est la mise en branle de processus de transformation profonde d'une société. Si la transformation de la société n'est pas profonde, si la transformation de la société n'est pas dense, si ce n'est pas une transformation intérieure, la révolution n'en sera pas une. La révolution ne sera qu'une évolution de plus de cette société. Ça sera un changement quantitatif, mais pas un changement qualitatif. Or, la notion de révolution politique suppose un changement qualitatif de la société, une amélioration radicale de la société. Voilà pourquoi, lorsqu'on est dans une révolution citoyenne, et l'essence de la révolution politique camerounaise impulsée par le président Maurice Kamto, c'est la révolution citoyenne, c'est la révolution pacifique. Donc c'est une révolution qui n'est pas une révolution armée, qui n'est pas une révolution violente. Il faut veiller à chacune des étapes de cette révolution, il faut veiller à respecter les critères, les piliers fondamentaux de la nature profonde de cette révolution. Voilà pourquoi, lorsque, à un moment donné, se diffusent des informations, lorsque un certain nombre de pratiques ou de comportements qui sont la répétition de ce qu'on condamne commencent à s'installer, c'est la révolution qui est en danger. Ça, c'est la première précision que je voulais apporter sur la nature de la révolution. Quand on pratique une révolution, on doit veiller, comme du lait sur le feu, sur l'essence de la révolution. Parce que si on ne veille pas sur le sens de la révolution, sur l'essence de la révolution, si on ne veille pas sur la signification de la révolution, you are losing your time for nothing. This is a very useless time you are losing. If in a revolution you don't stand and you don't observe very deeply what is happening, what is changing, if you are not sure that the essence, the meaning of the revolution is permanently protected, you are losing all your time. This will not be a revolution. This will just be a new evolution of the society. Ça, c'est le premier point. La deuxième remarque, c'est quelle est l'importance de la clarification dans la révolution? L'importance de la clarification de la révolution, à travers toute l'histoire du monde, elle tourne autour de trois questions. Il y a trois questions qui sont importantes et qu'il ne faut jamais laisser
dominée par les rumeurs. Il y a 3 questions dans une révolution. Il y a 3 sujets qu'il ne faut jamais laisser traiter par les rumeurs. Si vous laissez les rumeurs l'emporter sur ces 3 questions-là, le sens de la révolution sera perdu. Quels sont ces 3 sujets fondamentaux sur lesquels il faut veiller et communiquer précisément en permanence? Ne jamais laisser la rumeur, la calomnie, la diffamation prendre le pouvoir. Eh bien, voici les 3 questions en question. La question 1 du leadership de la révolution. Lorsqu'il y a des rumeurs qui commencent à prendre le pouvoir et qui commencent à informer la population du leadership de la révolution, lorsque ce sont ces rumeurs qui prennent le pas sur la communication des organismes et des cadres de la révolution, il faut prendre la parole et rappeler les faits à la population. Ça, c'est le premier sujet. Ne jamais laisser de confusion traîner sur la nature du leadership d'une révolution. Voilà pourquoi, dans le cadre de la révolution citoyenne camerounaise, votre serviteur spirituel que je suis a toujours veillé sur ce premier point, à mettre dans le crâne de chacun que l'homme qui incarne le leadership de notre révolution citoyenne aujourd'hui, c'est le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Ça n'a pas toujours été lui. Dans les années 90, c'était le chairman du SDF, Ni John Frundi. Dans les années 70 à 80, c'était le commandant Nguo Wungli Masaga, qui était donc le leader de l'Union des populations du Cameroun en clandestinité. Avant le commandant Nguo Wungli Masaga, c'était le président Ernest Wandié, commandant de l'armée de libération nationale du Cameroun, assassiné par Ahidjo et les Français le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Avant le président Wandié, c'était le président Félix Roland Moumié, assassiné par les Français en novembre 1960 à Genève, à travers leur espion spécial, le faux journaliste William Bechtel. Oui, quand on a assassiné les leaders camerounais, il y avait souvent un faux journaliste dans les parages. Et avant le président Moumié, c'était le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, le plus célèbre de tous, Ruben Oumniobé, alias le Mpodol, assassiné le 13 septembre 1958 à Boumiébel par les Français et leurs supplétifs africains. Donc à chaque époque, le peuple camerounais a toujours eu un visage qui incarne son leadership et qui incarne le leadership révolutionnaire. La figure qui incarne le leadership révolutionnaire du Cameroun aujourd'hui, la révolution citoyenne pacifique du Cameroun, cette figure s'appelle le président Maurice Kamto. Lorsque donc des personnes de près ou de loin veulent faire triompher dans l'opinion l'idée selon laquelle cette figure centrale, à l'intérieur de la révolution, a fait l'objet de tentatives de renversement, de tentatives de putsch, de tentatives d'usurpation, de la part de qui que ce soit, il ne faut jamais laisser cela s'installer. Ne jamais laisser s'installer la moindre confusion dans l'opinion à propos du leadership d'une révolution. Parce que dès lors que vous laissez le pouvoir des rumeurs créer de la confusion sur la nature du leadership d'une révolution, eh bien cette révolution est perdue. La population elle-même ne sait plus qui est la figure qui l'incarne. Pourquoi? Parce qu'on lui a imposé des versions fausses, des versions montées, des versions fabriquées, qui troublent l'image du leadership révolutionnaire dans sa tête et fait que la population a du mal à obéir aux mots d'ordre, fait que la population a du mal à converger. Ça, c'est le premier point. Je rappelle que je suis ici au service des pains spirituels de la révolution citoyenne camerounaise, au service des pains spirituels de la révolution africaine. Celui qui n'est pas intéressé par le sujet que j'aborde peut quitter ma page. Je réitère cela. Cette semaine, c'est la semaine de la grande clarification. Lorsque j'aborde un sujet, si ça ne vous intéresse pas, quittez ma page. Allez vous occuper d'autre chose. Allez veiller à autre chose. Je ne vous suis pas utile. Attendez quand il y aura des directs et des conférences de ceux qui vous sont utiles. Et allez écouter ces directs et ces conférences extrêmement formatrices.
Car quant à moi, quand j'ai décidé de traiter d'un sujet, ben je vais en traiter, que vous le vouliez ou pas. Très bien. J'ai dit qu'il y a un deuxième sujet dans les révolutions. Le premier sujet, c'est le leadership. Dès qu'il commence à y avoir des rumeurs à propos du leadership, il faut absolument communiquer là-dessus et il faut leur tordre le cou. Parce que les rumeurs sur le leadership cassent la chaîne de commandement de la révolution, cassent l'axe d'inspiration de la révolution et détruisent la révolution. Vous notez ça, pour ceux qui veulent bien apprendre avec le serviteur des pains spirituels à la liberté. Ne jamais laisser la rumeur prendre le pouvoir sur la nature du leadership de la révolution. Toujours communiquer là-dessus lorsqu'il y a des mensonges qui circulent. Deuxième sujet, extrêmement important dans une révolution, l'argent. J'ai bien dit l'argent. Je recommence, l'argent. Si vous entendez circuler dans une révolution des rumeurs de corruption, si vous entendez circuler dans une révolution des rumeurs de détournement d'argent, et que le leadership de la révolution ne prenne pas la responsabilité de communiquer avec transparence sur l'usage qui a pu être fait de l'argent public des citoyens qui croient en la révolution, eh bien, sachez que vous êtes en train de casser cette révolution. Car l'argent, après le pouvoir, le leadership, l'argent est le second facteur de division des êtres humains. Lors donc un cadre quelconque de la révolution serait accusé de détournement de fonds, s'il se tait en communication politique, cela veut dire qu'il accepte et qu'il reconnaît qu'il l'a fait. Des preuves suffisantes qu'à aucun moment les détournements de fonds qui lui sont imputés ne sont vrais, il s'ensuit qu'il doit démissionner et renoncer à ses fonctions de cadre politique. Ça, c'est le deuxième point, les affaires d'argent. Voilà pourquoi vous voyez très bien qu'au sein de l'initiative SCSI, le président de la SCSI, Cameroun Survival Initiative, montre la république pour laquelle le président Kamto travaille et nous invite à travailler. Les Camerounais ont mis la main à la poche. Et le président Christian Pendaïkoka s'assoit pour vous expliquer ce qui est fait de votre argent. Le président Christian Pendaïkoka vous dit combien d'argent a été dépensé. Et il vous dit à quoi cela a été dépensé. Et il vous dit à quoi va servir ce qui reste. Et le président Christian Pendaïkoka est devant vous pour vous expliquer les difficultés qu'il rencontre. Telle est une illustration de la vision de la transparence financière dans la révolution. Voilà une illustration. Donc, j'insiste et je recommence. J'ai dit que premier sujet dans une révolution qu'il ne faut jamais laisser dominer par la rumeur, le leadership, c'est-à-dire la hiérarchie du pouvoir. Deuxième sujet qu'il ne faut pas laisser dominer par la rumeur, la gestion des moyens financiers. Parce que si une révolution est traversée par des scandales financiers et que les voies les plus autorisées de cette révolution ne font pas preuve de transparence, d'énergie et de vigueur pour s'assurer la confiance des populations, cette révolution est morte. Ça, c'est le deuxième sujet. Tous ceux qui sont là et qui veulent apprendre ou qui ne le savaient pas, qu'ils notent. Troisième sujet de taille. Troisième sujet de taille et qui est très important dans une révolution, les affaires graves de mœurs. Je recommence. Troisième sujet de taille qu'il ne faut jamais laisser dominer par la rumeur dans une révolution, les affaires graves de mœurs. Je ne parle pas des affaires de mœurs en général. Hein. Je ne parle pas de ce qu'on appelle bien souvent les histoires de fesses. Non. J'entends par affaires graves de mœurs des choses comme les viols. Viol d'une personne adulte, par exemple. Les agressions sexuelles, en général. Et puis, par exemple, des choses comme des détournements de mineurs ou des viols de mineurs. Ça, il s'agit là de ce qu'on peut appeler, effectivement, des scandales sexuels. Moi, je ne parle pas de ce qu'on peut appeler les relations entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les femmes, entre les hommes. Ce n'est pas cela le sujet. Mais quand dans une révolution, vous êtes au courant
qu'il y aurait eu des actes crapuleux, des actes sexuels crapuleux, qu'il y aurait eu des crimes, au sens de viol par exemple, viol de mineurs, des agressions sexuelles. Si vous ne communiquez pas là-dessus, vous laissez détruire l'image de la révolution. Voilà les 3 sujets sur lesquels une révolution doit veiller comme du lait sur le feu. 1. Le leadership. 2. La gestion des moyens financiers, l'argent. 3. Les questions, effectivement, d'éthique sexuelle. Ça, c'était le premier point. Je viens de vous indiquer les sujets sur lesquels il ne faut pas s'amuser. Donc, lorsqu'on veut s'attaquer à quelqu'un dans la révolution, notamment si on veut s'attaquer à une personne innocente, vous allez observer qu'on aura tendance à l'attaquer sur ces 3 points. Lorsqu'on veut s'attaquer à quelqu'un qui n'a rien fait dans la révolution, lorsque certains clans veulent s'attaquer à une personne qui n'a pas été responsable de ces crimes, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'inventer des actes de trahison du leadership. On va essayer de montrer que cette personne-là a tenté de ravir la position du leader de la révolution. Que cette personne a tenté d'usurper une position qui n'est pas la sienne. Ça, c'est le premier point. On va tenter de montrer cela. Deuxième méthode. On va tenter d'attribuer à cette personne des scandales financiers. Sans preuve. On va tenter de les lui attribuer. Et puis, troisième méthode, si on a accès à la vie intime de cette personne, on va essayer de publier certaines de ses relations qui seraient de nature à entacher son honneur. Je crois que jusque-là, la démonstration est imparable. La démonstration est imparable. Tout le monde a bien compris. D'abord, les sujets sur lesquels il ne faut pas s'amuser dans la révolution. Et tout le monde a bien compris la manière de détruire éventuellement l'image de l'autre lorsque celui-ci n'est pas coupable. Forcément, vous allez être obligé d'accuser celui-là d'avoir usurpé le leadership. Forcément, vous allez être obligé de tenter d'accuser celui-là éventuellement de faits crapuleux envers la fortune de la révolution sans les preuves. Et forcément, vous allez tenter d'attribuer à celui-là des crimes sexuels, des crimes de mœurs pour le détruire. Je passe à la troisième partie de mon propos. Ça va faire bientôt 3 ou 4 semaines, mettons 5 semaines que nous sommes dans une grande bataille. Et cette bataille, elle a commencé comment? Elle a commencé, la grande bataille, quand le président Maurice Kamto a pris son stylo en tant que président élu du peuple camerounais. Et il a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kava Yekie Djibril, pour lui demander de constater la vacance de la présidence de la République, puisque M. Biya avait disparu de tous les radars depuis pratiquement début mars. Dès lors que le président Kamto a écrit cette lettre, vous avez vu une accélération cinématographique de tentative de présenter le président Maurice Kamto comme quelqu'un de ridicule, de tentative de l'humilier, en tentant de prouver au contraire qu'à la tête du Cameroun, il y avait un président opérationnel, il y avait un président qui fait son travail, qu'à la tête du Cameroun, franchement, Paul Biya, plus que jamais, était vivant. Vous avez assisté à cette tentative. La première tentative a été menée par l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillou. Christophe Guillou a participé à la fausse audience du 16 avril pour casser la démarche du président Maurice Kamto. Je voudrais que vous notiez, parce qu'il y en a qui n'ont pas la mémoire des événements. Christophe Guillou est sorti. Son objectif en allant à Etoudi, jouer le film que vous connaissez, c'était de montrer que Maurice Kamto a écrit une lettre inutile. C'était de montrer que Paul Biya était parfaitement en vie et en activité et qu'il vaquait tranquillement à ses occupations dans son palais. Christophe Guillou a échoué, non seulement parce que les internautes citoyens, spécialistes du son et de l'image, ont pu rapidement démontrer que
son audience était une fake audience. Christophe Guillou a échoué parce que avec maintenant pratiquement 83 000 pétitionnaires du Cameroun et donc de la diaspora africaine et camerounaise, nous nous sommes engagés à le dénoncer en plus haut lieu. L'ambassadeur voyou Christophe Guillou. Et je vous invite à continuer à signer cette pétition. Nous devons arriver le plus tôt possible à 100 000 signatures. Guillou a échoué à cause de cela. On lui a mis sur le dos une véritable curée citoyenne. À l'occasion de cela, les Camerounais ont pris conscience du fait que la France voulait organiser une succession de gré à gré à la tête de la République du Cameroun. C'est devenu très clair. Grâce au travail de sensibilisation déclenché par la lettre du président Maurice Kamto et déclenché par cette pétition. Ils ont essayé de casser ce que le président Maurice Kamto a fait une deuxième fois, le 13 mai, avec la fausse audience du fameux monsieur Fall. Monsieur Lunseni Fall, représentant de l'ONU en Afrique centrale, véritable serviteur servile de la satrapie de la France-Afrique, a tenté de venir jouer un deuxième Biyaoud numéro 2. C'était contre le président élu Maurice Kamto. Et le peuple camerounais, votre serviteur de pain spirituel, toujours mobilisé, avec les dizaines de milliers de pétitionnaires, nous avons travaillé à démontrer que c'était également faux. Ces gens-là ont tenté une troisième chose. Une soi-disant conversation téléphonique entre la présidente de la Confédération suisse et un Paul Biya disparu des yeux des Camerounais depuis début mars. Là encore, la même vigilance du peuple camerounais leur a permis de rater le coup qu'ils voulaient porter au président élu Maurice Kamto. Les gens voulaient porter un coup au président élu. Le coup de fil de cette prétendue présidente de la Confédération suisse à Biya était une tentative de casser le constat de la vacance. Heureusement, là, le peuple camerounais a bénéficié du soutien extraordinaire des députés suisses. Un député suisse s'est ouvertement fendu d'une contestation de la présidente de la Confédération suisse en lui disant « c'est faux, vous n'avez pas eu M. Paul Biya au téléphone, vous avez eu quelqu'un qu'on vous a présenté comme étant M. Paul Biya. Voilà comment le Biyaoud 3 est mort. » Ils ont tenté Biyaoud numéro 4, à savoir le fake discours du 19 mai 2020. Il a été aisé pour les fins limiers de la révolution de montrer que ce Biyaoud numéro 4 était encore un montage. Je vous rappelle que les 4 Biyaoud ont été complétés enfin par un Biyaoud 5, puisqu'ils ont tenté de publier une vidéo d'un soi-disant bain de foule de Paul Barthélemy Biya dans Yaoundé. Et d'ailleurs, certains de leurs serviteurs ont présenté cette vidéo comme la preuve que les talibans, les djihadistes de Maurice Kamto avaient eu tort. Voici donc les 5 tentatives de casser le constat de la vacance. Voici donc les 5 tentatives d'humilier le président Maurice Kamto. Voici donc les 5 tentatives de présenter la lettre écrite par le président Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, au président de l'Assemblée nationale comme une lettre nulle et non avenue. Ces 5 tentatives sont tombées à l'eau. Elles sont tombées à l'eau grâce à la mobilisation du peuple camerounais autour de son leader. Elles sont tombées à l'eau parce qu'au cœur de cette diaspora, nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus que le président Kamto incarne le changement. Les 5 tentatives de Biyaoud, les 5 tentatives d'humilier le président élu se sont transformées en victoire. Parce que, aussi, votre serviteur de pain spirituel de la liberté, avec les 80 000, plus de 80 000 pétitionnaires citoyens aujourd'hui, faisait entendre la voix du non au gré à gré jusqu'aux portes des Nations Unies où notre pétition a été déposée. Je vous informe, ce 2 juin 2020, que la pétition du peuple camerounais contre la succession de gré à gré organisée par la France-Afrique au Cameroun, laquelle France-Afrique est représentée par l'ambassadeur voyou Christophe Guillou, cette pétition a été reçue
par les plus hautes instances de l'Union européenne. Et cette pétition est d'ores et déjà introduite aux Nations Unies, où elle a été reçue avec un accusé de réception que je vous donnerai. Le monde entier sait que la France est complice d'une tentative de voler, une fois de plus, une fois de trop, la souveraineté du peuple camerounais, son droit de choisir lui-même ses dirigeants. Grâce à ce travail. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est en face. Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Les clans qui veulent absolument imposer le gré à gré au Cameroun, vous pensez qu'ils vont se laisser faire? Si vous êtes un membre du régime Biya aujourd'hui, Paul Biya est désormais un homme disparu. Il faut d'ores et déjà envisager la succession de Paul Biya. Quelle est la stratégie que vous allez adopter pour combattre le mouvement de société qui se forme autour du président élu? À l'intérieur, vous allez commencer à mobiliser des petits partitons pour le harceler physiquement, vous allez le menacer de mort. On l'a vu, n'est-ce pas? Ils ont envoyé des individus tenter d'attenter à la vie du président. Des individus qui sont allés l'attaquer à son domicile. Ça fait partie de la méthode. Vous allez multiplier la création de faux partis d'opposition pour tenter d'isoler le président élu. Mais comme je vous l'ai déjà dit, Chanda Tongme, qui n'a aucun doctorat d'université américaine, et dont nous sommes en train d'étudier le dossier, et qui est un grand menteur, qui est un imposteur complet. Chanda Tongme peut créer au Cameroun 30 partis, des partitons. Aucun des 30 partis, et la totalité des 30 partis de Chanda Tongme ne pourra pas tenir face à une seule section du principal parti d'opposition au Cameroun aujourd'hui, le MRC. Donc, ça c'est l'autre méthode qu'ils ont employée. Multiplier des partis d'opposition. Troisième méthode qu'ils emploient. Ils ont commencé à tout faire pour essayer de corrompre des proches du président élu du peuple camerounais. Ils les harcèlent. Ils les harcèlent de propositions. Ils courent après les proches du président élu du peuple camerounais. Ils essayent à tout prix, soit par l'argent, soit par des promesses de poste, d'esseler le président Maurice Kamto au sommet de notre lutte. Vous notez que ça, c'est la troisième méthode. Entre-temps, au Cameroun, chacun des clans du régime, le clan de Mvomeka, le clan de Nanga Eboko, le clan des argentiers armuriers, essayent de contrôler l'armée. Et ils sont convoqués de temps en temps par la France pour donner le schéma que la France va soutenir. Actuellement, ce schéma est en place puisque le 12 juin prochain, si je ne m'abuse, l'Assemblée nationale se réunit pour parachever la préparation du Conseil constitutionnel et donner à Joseph Oona les moyens de préparer l'entourloupe qui va permettre aux voyous, à l'administrateur Civit, le Lamido de Garoua, Abdoulaye Aboubakari, qui en réalité va être le président intérimaire de la République selon leur schéma, d'organiser de fausses élections et d'introniser un certain Franck Emmanuel Biya. À la manière d'Ali Bongo Ondimba au Gabon, à la manière de Faure Gnassingbé au Togo, ou à la manière de Théodorino Obiangema en Guinée équatoriale. Voilà le schéma que le président élu a démantelé, a mis en difficulté. Et voilà le schéma que le président élu nous a prévenu hier de nous mobiliser pour contrer. Il nous a donné hier un grand mot d'ordre, le mot d'ordre de mobilisation. Cette notion de mobilisation sera l'objet d'une conférence à part que j'annoncerai pour que vous soyez prêts. Car aujourd'hui, il s'agit d'une communication intermédiaire. Il s'agit d'un petit pain spirituel, au passage. Ça, c'est la troisième méthode. Maintenant, comment traiter le cas de la diaspora? Quel est l'état du régime Biya dans la diaspora? Dans la diaspora camerounaise, vous savez très bien que le régime Biya possédait avant les sections du RDPC. Les sections du rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais à travers le monde étaient les relais du régime de M. Biya. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que le RDPC a disparu dans la diaspora? Oui ou non? Répondez, j'attends. Vous êtes tous d'accord avec moi que le RDPC, parti politique, et ses sections se sont fondues dans la nature? S'ils ne s'étaient pas fondus dans la nature, Paul Biya ne se serait pas retrouvé seul
entouré de Camerounais en colère à l'hôtel Meurice. Ses partisans auraient été là pour former ne serait-ce qu'un petit premier cordon. Les membres du RDPC, à qui Paul Biya a pourtant fait remettre de l'argent pour venir constituer un cordon militant autour de lui, ont mangé cet argent et sont restés chez eux. Pour une raison toute simple, le RDPC est en infériorité numérique complète et totale dans la diaspora. Quand vous avez noté ça, vous vous rendez donc compte que dans la diaspora, le RDPC est obligé de procéder autrement. Les clans du régime RDPC sont obligés de procéder autrement. Maintenant, commençons à analyser les stratégies qu'ils emploient ici dans la diaspora. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, comme je le dis toujours, laissez mon direct, quittez mes pages. Ceux qui veulent comprendre, restez là, vous allez comprendre. Puisque le RDPC, parti politique, n'est plus à la hauteur, le régime a choisi la stratégie de l'infiltration. Parce que quand le régime avait ses sections, section de Paris Nord, section de Paris Est, section de Paris Sud, section de Lille, section de Marseille, ils avaient des sections en Belgique, ils avaient des sections aux États-Unis. Quand ils avaient des sections vivantes, le régime mobilisait simplement les sections de son parti et ces gens sortaient, ils applaudissaient Ayop, 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 comme ils savent le faire. Et Paul Biya passait pour un homme populaire. Tout ce monde-là a disparu. Et je voudrais ici avoir une pensée pour un militant du RDPC mort, abandonné en région parisienne. Je l'ai appris très tard. Mon frère Parfait Mbek. On m'a dit qu'on a découvert Parfait Mbek mort, abandonné dans sa maison. Ce gars-là qui était un militant très chaud du RDPC ici dans la diaspora, qui nous a attaqués dans les années 2000, 2003, 2005, 2006, qui nous attaquait partout et qui nous menaçait même de coups et blessures, est mort dans l'amertume et dans l'abandon. Et plusieurs mois avant sa mort, il avait juré qu'il ne veut plus jamais entendre parler du nom du RDPC. En dernière date, vous le savez, un responsable parisien du RDPC a reçu beaucoup d'argent quand le président Biya était supposément ici. Il a mangé l'argent, il est resté chez lui. Donc, le régime n'ayant donc plus son parti présent, les sections ont disparu, le régime est obligé d'infiltrer l'opposition. Je recommence. Parce qu'il y en a, quand on commence à dire ça, ils paniquent. Comme le régime n'a plus son parti ne fonctionne plus, le régime est donc obligé d'infiltrer l'opposition. Vous me notez ça, hein, pour ceux qui sont à l'école de la Révolution. Quand vous n'avez plus un parti politique, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous noyez vos éléments dans les éléments opposés. Deuxièmement, l'infiltration n'est possible que si les partisans du régime changent de langage, adoptent un langage qui est celui de l'opposition. Ça, c'est deux. Pour que le RDPC existe dans la diaspora, il doit infiltrer à l'intérieur de la diaspora des gens qui parlent contre le RDPC. Mais ils savent qu'à Yaoundé, on sait qu'on les a envoyés. On les a envoyés jouer aux faux opposants. Nous avons eu l'expérience. Nous-mêmes, parfois, avons été dans le passé trompés par certains de ces faux opposants. Personnellement, je vous avoue ici avoir été trompé il y a longtemps par un certain Célestin Bédigui. Célestin Bédigui, installé à New York. Il était devenu tellement opposant que moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, j'ai accepté de rédiger la préface de son livre de poésie pour Ruben Oumniobe. Je me suis dit, ouais, voici un fils de la Léquier. Voici un fils de la Léquier qui a compris la cause de notre pays. Voici vraiment un frère d'armes pour le changement du Cameroun. Ce Bédigui-là, il faisait la une du Messager. À un moment donné, il était devenu le plus grand opposant au régime de Paul Biya dans la diaspora. Du jour au lendemain, j'apprends que le gars, le monsieur, est à l'hôtel du Mont Fébé avec garde de corps et chauffeur. J'ai donc eu ma leçon. Tout le monde a vu, au cœur de la diaspora résistante, le rôle qu'a joué le fameux commissaire Zogo. Mais Zogo, il est allé jusqu'à mener des opérations coup de poing. Zogo est allé jusqu'à risquer apparemment sa vie pour se crédibiliser auprès de l'opposition. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait Zogo? Il nous a vendus au carrefour.
Ça vous fait déjà 2 exemples. Hein. Et je reviens à mon raisonnement. Comme ils n'ont plus de parti ici, ils infiltrent l'opposition. Comme ils ont infiltré l'opposition, ils ne peuvent pas dire « je suis du RDPC ». Non, si tu dis que tu es du RDPC, dans un meeting des Camerounais partout dans le monde, c'est que tu ne t'aimes pas. Alors, ils ont adopté le langage de l'opposition. Ils sont devenus les meilleurs opposants. Ils sont même devenus les meilleurs parleurs de l'opposition. Ils sont devenus les meilleurs causeurs de l'opposition. Ils sont même devenus quelques-uns des meilleurs animateurs de l'opposition. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le président Maurice Kamto a déclenché la marche du peuple camerounais vers la dernière ligne droite, ces gens-là sont mal à l'aise. Ils sont très mal à l'aise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là maintenant, ils seront obligés d'assumer leur camp. Nous entrons dans une phase décisive, ce que le président Maurice Kamto a appelé le tournant du non au gré à gré. Voilà comment vous allez donc observer que le président Maurice Kamto donne une ligne. Nous devons faire constater la vacance du pouvoir. Et on voit des pseudo-opposants dans la diaspora qui donnent une autre ligne pour démontrer que Maurice Kamto a tort. Ils essayent de donner des preuves qu'il n'y a pas vacance du pouvoir. Et ils le font par petites touches. Le président Maurice Kamto travaille à faire constater la vacance du pouvoir. Eux, ils travaillent à faire constater la non-vacance du pouvoir. Mais ils disent qu'ils soutiennent le président Maurice Kamto. Ça, c'est le premier exemple. Ça ne vous parle pas? Il y en a qui disent que c'est de la naïveté, ils ne savent pas. Ils savent. Le président Maurice Kamto demande de se préparer parce que nous allons avoir la plus grande bataille du 21e siècle camerounais à livrer. Certains se cachent et ils lancent des faux mots d'ordre. Le président Maurice Kamto dit, préparez-vous. Eux, ils lancent ville morte. Une fois. Ça ne marche pas. Et ils savent pourquoi ils lancent quand ça ne marche pas. Pour qu'on dise que Maurice Kamto n'est pas représentatif de la société. Il lance une deuxième fois. Ville morte. Ça ne marche pas. Comme ça prouve que l'opposition ne vaut rien. Ils savent que Maurice Kamto n'a pas encore donné ce mot d'ordre. Hein. Eux, ils lancent. Et leur relais diffuse. Et beaucoup de gens disent, non, ce sont des naïfs. Ouais, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous dis qu'ils savent ce qu'ils font. Vous arrêtez de tourner, de vous cacher derrière vos petits doigts et de jouer aux enfants en politique. Ils savent ce qu'ils font. Par ailleurs, les mêmes s'asseyent et ils font une analyse. Quand le président Maurice Kamto fait un discours au Cameroun, quand le président Maurice Kamto donne une orientation au Cameroun, quand le président Maurice Kamto produit un axe de travail au Cameroun, quels sont ceux qui, ici dans la diaspora, prennent cet axe de travail, le détaillent, le développent, pour que ça rentre jusque dans le sang des Camerounais? Les gars, ils font donc la liste de ceux-là. Le régime fait la liste de ceux qui sont utiles pour la vision du président Maurice Kamto. Et dans cette liste, ils cherchent à repérer ceux qui sont fragiles. Et les êtres humains, ils ont 3 sortes de fragilité. Je dis bien 3. Et ça rejoint ce que je venais de dire au départ. Première fragilité des êtres humains. Les êtres humains, nous tous qui sommes là, chacun aime qu'on lui dise qu'il est important. Je donne souvent une métaphore pour illustrer ce désir d'importance qui est en nous. Quelqu'un va dans une fête chez un ami qui l'a invité. Il va s'asseoir au fond, tout au fond là-bas. Si pendant toute la fête, on le laisse là-bas tout au fond, il repart chez lui après la fête frustré. En disant qu'il pensait que cet ami-là le prenait au sérieux, mais c'est aujourd'hui qu'il a vu que cet ami le néglige. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui jouent les faux humbles. Il va venir à la fête, mais il va s'asseoir tout au fond pour qu'on vienne le chercher, qu'il traverse tout le monde et qu'on vienne le faire asseoir devant. Ça, c'est humain. Vous connaissez aussi cette chose extraordinaire. Quand vous offrez un cadeau à un ami, ou même quand on vous offre un cadeau, alors ici en France, c'est une tradition, il faut dire, oh non, il ne fallait pas, il fallait pas. Est-ce que c'est vrai qu'il ne fallait pas? Non. Chacun aime bien qu'on lui fasse des cadeaux, parce que chacun quand même est important. On me fait un cadeau, à la base, je suis content. Mais une certaine fausse modestie consiste à dire, fallait pas, non, il ne fallait pas te déranger, vraiment c'est beaucoup, etc. En réalité, non, il fallait. Chacun d'entre nous aime bien qu'on s'occupe bien de lui. Personne d'entre nous ne boude le plaisir qu'on l'aime, le plaisir qu'on lui donne de l'amour. Donc, qu'est-ce que le régime va exploiter? Il va exploiter le narcissisme.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Dans la diaspora, il va essayer de repérer des gens qui ont un narcissisme très développé et il va flatter ce narcissisme en leur disant qu'ils sont les plus importants de l'opposition. On va commencer à leur faire monter la tête. Tu es le plus intelligent. Tu es le plus brillant. Tu es vraiment... Non, c'est toi. C'est toi le meilleur. C'est toi le boss. C'est toi le commandant. C'est toi le ceci. C'est toi le cela. On va lui mettre ça plein la tête, plein la tête, plein la tête. Et il va finir par y croire. Voilà la première stratégie du régime. Hein. Ils envoient des flatteurs sur vous. Hein, pour exploiter votre faiblesse. On vous monte la tête. À un moment donné, votre tête là ne peut plus entrer dans mon chapeau-ci. Il faut mettre votre tête dans un immeuble ou dans un stade pour qu'elle suffise. Très bien. Là, c'est bon. Deuxième méthode du régime. Le régime repère ceux qui ont des fragilités socio-économiques. On capte l'argent. Ceux qui n'ont pas une raison sociale solide. Ceux qui, malheureusement, et ça, je ne veux pas ici, il ne faut pas jeter l'eau le bain et l'eau du bain. Malheureusement, l'intégration en diaspora est très difficile pour la plupart des étrangers. Donc attention, il ne s'agit pas ici, ni de près ni de loin, de diaboliser ceux qui se battent pour vivre. Non. Mais le régime va foncer prioritairement sur ceux dont il se dit qu'ils sont aisés à corrompre parce qu'ils sont en difficulté. Le régime va exploiter les difficultés sociales et économiques des personnes. Vous notez ça, hein? Ce n'est pas vrai qu'au Cameroun, hein? C'est vrai dans tous les cas. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Afrique du Sud, c'est vrai partout. Quand le régime se rend compte que là-bas, il y a un homme qui a faim, là-bas, il y a un homme qui est sans domicile fixe, là-bas, il y a un homme qui n'a pas de profession, là-bas, il y a un homme qui à la fin du mois n'a pas un salaire, le régime dit très bien. Adon Fanam, j'ai donc trouvé celui que je vais promouvoir. Parce que je vais le mettre à l'aise et que je vais lui donner la sécurité socio-économique qui lui manque. Donc, le régime va corrompre. Et il va corrompre d'abord les plus fragiles. C'est quand il n'a pas pu, quand il a corrompu les plus fragiles et que les plus fragiles n'ont pas pu faire le travail, que le régime va tenter de corrompre les plus solides, les plus résistants. Le régime procède toujours progressivement. Il commence par les plus fragiles. Ensuite, il essaie d'attaquer les plus gros. C'est ça, la deuxième méthode. Et puis, troisième méthode, que va faire le régime? Le régime va organiser des calomnies sur la moralité de ceux qui sont représentatifs de la résistance contre lui. Troisième méthode, le régime va organiser toutes sortes de calomnies sur ceux qui posent un problème pour lui. Donc, je ne sais pas si le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun a une relation cachée, je ne sais, quelque part à Marseille, ou bien, je ne sais pas si un jour on m'a accusé d'avoir fait des attouchements à une mineure. S'ils attrapent ça, je suis mort. Ça devient le sujet. L'objectif étant de fragiliter ceux qui leur résistent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon? Voilà ce que fait le régime. Et voici ce que ce régime est en train de faire dans notre diaspora actuellement. Il y a trois ailes du régime qui travaillent très fort. Mais l'aile qui injecte le plus d'argent dans notre diaspora, c'est l'aile qui est dirigée par M. Louis-Paul Motazé, l'actuel ministre de l'économie et des finances du Cameroun. Ce monsieur met les grands moyens pour retourner autant que possible le maximum de ceux qui, de près ou de loin, peuvent contribuer à renforcer les possibilités de succession de gré à gré dans la diaspora. C'est lui qui finance toute la communication pour casser le constat de la vacance. Depuis pratiquement 3 semaines, 1 mois, M. Motazé a mis les moyens pour que chaque fois qu'on démontre que la présidence de la République est vacante, eh bien, il ait des relais pour démontrer que Paul Biya est là. Ce qui leur laisse le temps de se préparer. Depuis que le président Kamto a déclenché le constat de la vacance, M. Motazé met de l'argent pour corrompre les plus faibles d'entre les activistes de la diaspora camerounaise par personne interposée pour que ceux-ci diffusent des informations qui contrent la ligne de vacances. Depuis que le président Maurice Kamto a déclenché le constat de la vacance et a appelé à se préparer, M. Motazé finance des gens pour diffuser
volontairement ou involontairement, des mots d'ordre au nom de l'opposition, mais qui ne viennent pas du président Maurice Kamto. Ça, il faut que ce soit très clair et que personne ne dise, quand ça va bien exploser, à la figure des plus naïfs, que personne ne dise, le professeur n'avait pas fait le travail. Le serviteur des pains spirituels nous a laissé nous gourer et nous tromper. Alors, je conclus ce direct par mon cas personnel. Car, après tout, sur la terre, je suis d'abord le premier à être le mieux placé pour me défendre. Les gens ont vérifié que, quand le président Maurice Kamto dit une citation à Yaoundé, moi, avec la citation, je fais une dissertation. C'est vrai ou c'est faux? Le président Maurice Kamto dit un paragraphe. Moi, avec ce paragraphe-là, je fais un article. Quand le président Maurice Kamto prononce un discours, moi, avec le discours du président Maurice Kamto, je fais un livre. Je recommence. Les gens ont bien remarqué. Les gens ont bien remarqué. Quand le président Maurice Kamto fait une phrase, avec moi, la phrase-là, je fais une dissertation. Quand le président Maurice Kamto fait un paragraphe, moi, avec le paragraphe-là, je fais un livre. Quand il prononce un discours, là alors moi, j'écris des tomes pour commenter le discours. Donc, les gens ont bien observé. Et, en dehors des autres figures importantes, notamment des figures qui émergent et qui sont fidèles au combat du président Maurice Kamto dans la diaspora, ils ont donc décidé de s'occuper de moi en particulier, de m'appliquer la triple méthode. La triple méthode que je viens de vous expliquer. Ils ont décidé d'essayer de trouver des raisons de m'accuser d'attenter au leadership du président Maurice Kamto. Vous n'êtes pas au courant de ça? Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ça? Puisque je vous ai expliqué les méthodes. Alors, en quoi consiste l'accusation contre le serviteur des pains spirituels de la liberté? Les gens disent que les serviteurs du régime, pour noyauter et briser la diaspora, disent que moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, c'est moi qui ai organisé le projet d'une transition politique pour devenir le président de la transition quand le président Maurice Kamto était en prison. Voilà ce qu'ils ont décidé de dire. Et vous allez les compter. C'est le même groupe qui dit cela. Un groupe que j'appellerais symboliquement le groupe du samedi soir. Ils ont leur pape qui leur donne les lignes et qui reçoit directement du clan de Louis-Paul Motazé les orientations tactiques. Ce pape les met en mission. Il met une jeune femme en mission. Il met un jeune homme en mission. Il met un autre jeune homme en mission. Et tous ont le même langage. Moi, disent-ils, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, je serais celui qui voulait être président du gouvernement de transition et prendre la place du président Maurice Kamto. Là, ils ont juste un problème. Leur problème, c'est quoi? C'est que les faits sont tout le contraire de ce qu'ils affirment. Puisqu'il est connu dans cette diaspora, la conférence de référence disponible sur ma page, dans laquelle, lorsque ce projet de transition a été évoqué, je suis sorti comme maintenant. Il y a des gens qui me disent, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Grand prof. Ce jour-là, je suis sorti comme maintenant. Il y a de mes amis qui disent, grand prof, laisse, ne parle. J'ai dit non. C'est une déviation très grave de notre lutte. Je vais décapiter cette histoire de transition. Je vais la déconstruire. Je vais montrer la vacuité et l'inanité de ce projet. Nous sommes aujourd'hui 2 juin 2020. Je vous informe que moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, c'est moi qui ai décapité médiatiquement le projet de la soi-disant mise en place d'un gouvernement de transition dans le dos du président Maurice Kamto. Personne de ceux qui vous disent le contraire ne peut vous donner le quart du début de la preuve d'une participation du professeur Franklin Yamsiwa Cameroun à la moindre réunion, même par téléphone, pour mettre en place une telle affaire. Par contre, on peut trouver la vidéo dans laquelle je dénonçais cela. Et j'ai vu le formidable travail qui a été fait par le jeune Martin Tajot. Martin Tajot, lui, il a publié des preuves que ceux qui osent m'accuser d'être le supposé
individus qui devaient être le président de la transition, en fait, ce sont eux qui étaient dedans. Moi, je n'ai été ni de près, ni de loin dans ce projet. Je ne l'ai pas été dans le projet. Je n'ai pas été dans la mise en œuvre. Quand ce projet a été porté à ma connaissance, je suis venu ici, à cet endroit-là, et j'ai démontré aux Camerounais de la diaspora et du monde que ça ne valait rien. La vidéo est disponible, je la mettrai en bas de cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, et vous allez voir la date à laquelle j'avais parlé. Quand j'ai parlé à cette date-là, personne n'est sorti pour dire, mais toi qui parles là, c'est toi qui voulais être le président. Personne ne pouvait le dire, car ils savent tous, mes jeunes frères qui ont été instrumentalisés par le petit pape du samedi soir, mes jeunes frères savent très bien que, ni de près ni de loin, je ne me suis associé à une démarche aussi inexpérimentée, inutile et creuse. Ça, c'est la première calomnie. Donc, on a voulu me faire porter la responsabilité d'avoir attenté et de vouloir attenter au leadership du président Kamto. Vous avez reconnu la méthode? C'est ça la méthode. Deuxième élément, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris mon compagnonnage en tant que conseiller spécial du président Guillaume Kibafori Soro comme la preuve que moi, non seulement j'aurais les mains dégoulinantes du sang du peuple ivoirien parce que j'aurais participé aux guerres de la Côte d'Ivoire, mais que d'autre part, c'est moi qui serai aux côtés du président Kamto, celui qui met en place la rébellion armée. Donc je suis le conseiller militaire, je serai selon eux le conseiller militaire du président Maurice Kamto. Ça a été énoncé dès le départ par le fameux petit pape. Le petit pape du samedi soir, que certains perdent encore leur temps à aller écouter. C'est lui qui a lancé cela. Et ses lieutenants actuels, des jeunes qu'il manipule et qu'il nourrit à travers ce qu'il reçoit, ils se sont mis à le répéter. Ils n'ont pas vu la contradiction. Premièrement, que moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je suis conseiller du président Guillaume Soro depuis 2012. Je suis installé en France, parti de Côte d'Ivoire depuis l'année 2000. Installé en France depuis l'année 2000. La rébellion ivoirienne dirigée par mon frère et ami Guillaume Kibafori Soro, que je ne renierai jamais, car moi je suis loyal les bons jours comme les mauvais jours. Je n'abandonne jamais mes amis. Que mes amis soient au ciel ou dans la merde, je suis leur ami. Je suis un homme loyal à mort, loyal à vie. Mais moi, j'étais installé en France depuis 2000. La rébellion ivoirienne a eu lieu dans mon dos en 2002. Je suis devenu conseiller spécial de mon ami et frère, mon camarade Guillaume Kibafori Soro, que je connaissais depuis 1995 au campus. Je suis devenu son conseiller spécial en 2012. 2012. La guerre ivoirienne, toutes les guerres ivoiriennes ont eu lieu quand? Elles ont eu lieu entre 2002 et 2011. Il s'ensuit par simple démonstration chronologique qu'on ne peut pas m'attribuer la participation à un quelconque conflit militaire en Côte d'Ivoire. C'est clair, je n'y étais pas. Mais je suis le conseiller spécial de Guillaume Soro depuis 2012. La deuxième contradiction qu'ils ont eue en tentant de m'accuser d'être donc un grand criminel transfrontalier, en disant donc que c'est moi qui viens apporter au président Maurice Kamto la dimension militaire, vous avez entendu ça dans leur bouche, hein, le petit pape du samedi soir, hein, et son collègue de travail, le commissaire Zogo, ont été très clairs là-dessus, non? C'est moi qui serai le conseiller militaire du président Kamto, c'est moi qui apporte au président Kamto ce que j'ai appris auprès du grand rebelle ivoirien Guillaume Soro. Alors, ce qu'ils ont malheureusement oublié, c'est que la plupart d'entre eux ont ouvertement soutenu la rébellion ambazonienne. Je recommence. Ceux qui m'ont attaqué sur cette base-là, ils ont oublié qu'eux-mêmes se sont levés en plein jour pour soutenir ceux qui prennent les armes actuellement au Cameroun anglophone pour résister contre la dictature de Paul Biya. Alors donc, soyons sérieux. Oui, moi je suis l'ami de Guillaume Soro. Je suis son frère, son compagnon de lutte et son camarade. Il a mené des batailles dans son pays. Je suis son frère. Vous m'en voulez peut-être parce que je suis l'ami de quelqu'un qui a donc mené une rébellion. Mais vous-même, vous soutenez donc la rébellion ambazonienne. Quelle est la différence entre la rébellion ambazonienne qui prend des armes pour défendre une cause
et la rébellion de Guillaume Soro et ses compagnons qui prirent des armes en Côte d'Ivoire pour défendre une cause. Ce ne sont pas les mêmes rébellions-là. Donc vous ne pouvez pas condamner d'un côté quelqu'un d'avoir pour ami un ancien rebelle et d'autre part vous-même soutenir les rebelles. Je recommence. Vous ne pouvez pas d'un côté flétrir quelqu'un parce que son ami est un ancien rebelle politique et de l'autre côté soutenir vous-même des rébellions. Ça, c'est le deuxième point. Et c'est important que vous sachiez que laisser prospérer ce genre de choses est très dangereux dans une révolution. Beaucoup de mes amis m'ont dit, professeur, tu es au-dessus de tout ça. Ne réponds pas à cela. Et je leur ai dit non. Je ne vais pas aller aussi bas que mes jeunes frères qui sont manipulés par le clan de M. Louis-Paul Motazé. Je ne vais pas aller aussi bas parce qu'ils sont manipulés parce qu'ils sont fragiles. Ils sont manipulés aussi parce qu'ils sont inexpérimentés. Mais je ne vais pas laisser s'installer le mensonge. Parce que dans une révolution, il y a 3 questions qu'il ne faut jamais laisser entre les mains de la rumeur. Le leadership, les questions d'argent et troisièmement, les questions de mœurs ou de mauvaise compagnie. Je conclus en ce qui me concerne. Vous avez vu que mon nom n'est jamais cité dans une affaire d'argent, non? Vous avez bien remarqué que mon nom n'est jamais sorti. Une affaire d'argent dans ce peuple camerounais, dans cette diaspora camerounaise. Vous vous êtes rendu compte que mon nom n'est jamais sorti. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais accepté de me mêler de la gestion de l'argent de la diaspora. Je n'ai jamais accepté de me mêler de la gestion de l'argent dans la diaspora. Je savais très bien que le moindre problème qui se signalerait dans un endroit où j'aurais été à la responsabilité de la trésorerie donnerait le bâton avec lequel on me battrait plus tard dans la rumeur. Vous voyez très bien que ceux qui m'attaquent n'utilisent pas cet argument. D'autant plus que dans la même diaspora, cet argument est retourné contre eux avec des preuves. Donc, je tenais à dire aux uns aux autres, soyons sereins et vigilants. D'abord, il faut être serein parce que c'est des choses qui arrivent. Dans une révolution, il y a toujours des moments où il y a du rififi. Il y a toujours des moments où il y a des secousses internes. Il n'y a pas de révolution qui soit un long fleuve tranquille. Ceux qui veulent une révolution qui soit un long fleuve tranquille, qu'ils aillent directement au paradis. Je recommence. Ceux qui veulent d'une révolution citoyenne qui soit un long fleuve tranquille, qu'ils aillent directement au paradis. C'est-à-dire qu'ils attendent la mort. Parce que c'est peut-être dans le ciel de Dieu que ça se passe. Mais à perfection, il n'y a jamais de problème. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. On adore Yami Faye. Do you understand me? Sur cette terre des hommes, quand on est dans une action politique, il y aura toujours des dissensions. Même si vous faites l'effort d'être le plus ouvert, le plus souple, le plus doux possible, vous serez attaqué. Et vous serez, à un certain moment, obligé d'apporter des réponses. Je conclus donc en disant, moi, professeur Franklin Yamsouwa Cameroun, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne perdrai pas plus de temps. Chaque fois que je parlerai de ce genre de situation dans la Révolution, ce sera dans le but de participer à l'éducation citoyenne. Ce sera dans le but d'augmenter la capacité d'éveil de mon peuple. Ce ne sera pas dans le but de régler des comptes avec des gens qui sont en réalité manipulés et qui eux-mêmes ne représentent rien. Ils ne représentent rien parce que du point de vue de la compétence, ces gens-là sont moins que mes élèves. Mais alors tous rassemblés, ils ne représentent rien parce que le Cameroun est beaucoup plus important que nous tous. Aucun d'entre nous n'est plus important que tout le peuple camerounais. Quand moi je pense au peuple camerounais, quand moi je pense aux 25 millions de personnes qui sont en danger, vraiment, je me rends compte que je n'ai même pas à me plaindre de trop sur mon propre sort. Mon sort, à moi tout seul, n'est rien à côté du sort de millions de personnes. Mais, et que tout le monde qui a suivi ce direct note bien, il y a 3 questions qu'il ne faut jamais laisser dans le flou. 1. Le leadership. 2. La transparence financière. 3. Les affaires de mœurs, notamment les crimes de mœurs, les scandales de mœurs. Chaque fois que vous êtes attaqué sur ces 3 points, faites l'effort de donner une réponse, certes mesurée, une réponse digne, une réponse haute, une réponse réfléchie et claire, mais ne laissez pas cela s'installer sans réagir. En communication politique, laisser s'installer des mensonges et des rumeurs sur ces 3 points, c'est en réalité se détruire, c'est presque du suicide politique, et en même temps, c'est détruire l'espoir que les gens placent en nous.
Car il y en a qui ont la maturité pour ne pas croire en ces mensonges, pour ne pas croire en ces manipulations. Mais il y en a qui n'ont pas cette maturité et qui vont y croire. Vous avez remarqué que quand je critique quelque chose dans cette révolution, je fais la plupart du temps l'effort de ne pas citer nommément les personnes concernées. C'est aussi une manière de préserver une porte pour que les personnes qui se sont trompées, les personnes qui ont été trompées, les personnes qui ont été corrompues reviennent dans la maison du peuple camerounais, dont le chef incontestable aujourd'hui est le président élu du peuple camerounais, Maurice Kamto. L'amour ne veut pas dire la naïveté. L'amour ne veut pas dire la complaisance. L'amour ne veut pas dire couvrir des bêtises. Ce n'est pas cela l'amour. L'amour consiste en ceci. Quand il y a des problèmes, il faut les adresser réellement. Quand il y a des problèmes qui peuvent entacher le sens collectif du combat, il faut en traiter publiquement avec le peuple. Parce que tout le monde en profite pour apprendre. Et tout le monde en profite pour prendre conscience. Il y a des gens qui m'ont dit, mais grand prof, pourquoi tu n'es pas allé dans l'inbox des personnes en question pour trouver un terrain d'entente? Et voici ma réponse à tous mes amis qui m'ont écrit. Et certains d'entre vous sont là, qui m'avaient écrit en disant, grand prof, pourquoi tu n'as pas essayé de résoudre ça avec eux? Ma réponse est très claire. Les personnes en question sont spécialisées dans les captures d'écran et la diffusion des entretiens privés. Je recommence. Les personnes en question sont des spécialistes des captures d'écran de conversations privées et de diffusion de ces conversations privées. Quelle garantie me donnez-vous lorsque je vais entrer dans l'inbox de quelqu'un qui ne respecte pas le secret de la correspondance, quelqu'un qui ne respecte pas le secret de la conversation? Quelle garantie me donnez-vous que le contenu de notre entretien privé ne va pas être utilisé par la suite contre moi? Moi, je ne parle en privé autant que possible qu'avec des personnes avec qui j'ai véritablement une certaine conviction d'être en sécurité. Je ne parle pas en privé, je ne divague pas en privé avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Aucun intellectuel politique, aucun cadre politique ne peut parler avec tout le monde. Je respecte chacune et chacun d'entre vous. Mais je ne peux pas développer des conversations avec chacune et chacun d'entre vous. Parce que vous me connaissez peut-être même davantage que moi, je ne vous connais. Je suis donc obligé, non seulement pour des raisons de temps, mais aussi en tant que cadre révolutionnaire, je suis obligé de discipliner mes conversations privées. Je ne vais donc pas prendre le temps, le risque d'aller dans les inbox de spécialistes de capture d'écran WhatsApp, capture d'écran Facebook, capture de Messenger, qui vont mettre tout cela à la disposition du monde entier. Je n'irai pas dans les inbox quand il y a des problèmes qui sont d'un intérêt spécial pour la révolution. Quand ce sont des problèmes qui ont une signification générale pour la révolution, j'en parlerai comme j'ai fait aujourd'hui, comme je le fais souvent, en analysant le problème, en ressortant du problème les structures intellectuelles du problème, les structures théoriques du problème, afin d'aider chacun à être préparé à résoudre ce type de problème efficacement. Voilà la méthode. Donc, ne me demandez pas à moi d'aller dans l'inbox d'un tel, alors que vous savez très bien que ce sont ces gens-là qui sont justement les spécialistes de la diffusion de toutes sortes de rumeurs, la diffusion de toutes sortes d'entretiens intimes, la diffusion de toutes sortes d'échanges et de correspondances privées. C'est ça leur travail. Et c'est même de cela qu'ils vivent. Car pour que Louis-Paul Motazé leur envoie l'argent, pour que Luc Sinjoun leur envoie l'argent, ces gens-là qui ont juré la perte du président élu Maurice Kamto, pour que les Ngongo leur envoient de l'argent, il faut qu'en retour, ils envoient des captures d'écran. Ce sont des gens qui vivent de captures d'écran. Ce sont des gens qui vivent de captures de conversation. C'est avec cela qu'ils légitiment et obtiennent leur paiement. Et quand nous venons vous expliquer cela ici, certains d'entre vous ont la légèreté de penser que c'est pour notre ego. Regardez bien le statut social. Regardez bien le statut économique. Regardez bien le statut intellectuel de ceux qui calomnient le serviteur des pains spirituels et la liberté. Et répondez à une question. Il peut y avoir une comparaison entre nous où? Même si on rentre tous au Cameroun, les gens là qui s'asseyent, qui se regroupent autour du petit pape des samedis soirs, est-ce que ces gens-là
si nous étions dans la même classe, vous croyez que ces gens-là pouvaient parler? Quand moi je parle, moi, le petit Camerounais-ci, quand moi j'étais lycéen à Yabassi, mes camarades sont là. Étudiant à Yaoundé, mes camarades sont là. Vous voyez qui de ces gens-là venir, je ne sais pas, me vaincre au débat, à la réflexion ou à quoi que ce soit? Vous les voyez? Non. Donc je ne suis pas en concurrence avec eux. Et je ne veux pas non plus les détruire. Je ne veux détruire personne. Je veux au contraire avertir les citoyens camerounais, la diaspora camerounaise de la nature de l'adversité de l'heure. Mon travail, c'est de prévenir tout le monde. Que personne ne se laisse avoir, que personne ne se laisse faire. Parce que nous entrons dans une phase où il va y avoir atteinte aux vies humaines. Il va y avoir atteinte à l'intégrité corporelle des êtres humains. C'est dans cette phase qu'on rentre. J'en profite aussi pour dire à ceux qui sont des partisans de ce que j'appelle la réconciliationnite. Dans une révolution politique, vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec tout le monde tout le temps. Il y a dans une révolution ce qu'on appelle des phases de clarification. Là, nous entrons dans la phase de clarification. C'est-à-dire que vous allez bien voir dans les jours qui viennent que des gens que vous croyez être des partisans, des militants, des intellectuels, des communicants engagés auprès du président Maurice Kamto vont ouvertement l'affronter. Ils vont ouvertement l'affronter. Nous entrons dans une époque où vous allez donc voir cela. Et moi, mon rôle, en tant que serviteur d'esprit spirituel de la liberté, c'est de vous préparer intellectuellement, mentalement, spirituellement à la phase dans laquelle nous entrons, que le président a appelé hier un tournant décisif. Un tournant décisif. Ce n'est pas dans une quelconque tentative de comparaison. Y a-t-il un salaire de président de la diaspora camerounaise? Est-ce qu'il y a un salaire? Il y a quoi dedans? Quand vous êtes président de la diaspora camerounaise, par exemple, vous recevez quoi? L'honneur? Quel honneur? Si vous êtes président de la diaspora camerounaise, ça vous apporte quoi? Je ne sais pas, vous êtes général, président de tel ou tel, ça vous apporte quoi? Rien du tout. Ce qui va nous apporter quelque chose à nous tous, c'est la libération du Cameroun. Quand le Cameroun sera libéré, quand nous aurons un état de droit, quand il y aura une concurrence politique, chacun pourra faire valoir ses talents. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de deux choses. Un, de l'infiltration, puisque je vous ai prévenu et que je suis là pour vous prévenir. De deux, n'ayez pas peur du désaccord. Je constate que dans les milieux de la diaspora camerounaise, il y a des gens qui ont peur du désaccord. Et dès qu'il y a un désaccord, ils se mettent à trembler. Ouais, c'est pas ce qu'on voulait. Ouais, la politique n'est pas possible sans les désaccords. Parce que la politique, c'est l'espace du pluralisme de l'opinion. En fait, une grande société humaine, c'est une société qui vit de ses propres désaccords. C'est-à-dire que les désaccords deviennent féconds et ils rendent tout le monde intelligent. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas allergiques au fait qu'il y ait des désaccords. S'il y a des désaccords, c'est bien. C'est même le signe que le pays est vivant. C'est le signe qu'il y a plusieurs points de vue. C'est le signe qu'il y a de l'énergie. La contradiction, c'est la naissance de la liberté. Il n'y a pas de liberté dans un pays où il n'y a pas de contradiction. Et dans une diaspora où il n'y aurait pas de contradiction, où il n'y aurait pas de désaccord, en fait, il n'y aurait pas de liberté. Donc moi, personnellement, je ne souffre pas de l'existence de désaccords. Je ne souffre pas du fait que les gens me critiquent. Mais il y a 3 formes de calomnie que je combattrai toujours, parce que je suis un cadre révolutionnaire bien formé. Calomnie sur le leadership, je combats. Calomnie sur la transparence financière, je combats. Calomnie sur l'éthique, notamment des mœurs sexuelles, je combats. Et pour cela, je n'ai besoin de la permission de personne, car je sais que ce sont les 3 sujets sur lesquels il ne faut jamais être léger. Je tiens à rassurer les uns et les autres que je n'ai de compte personnel à régler avec personne. Je ne réglerai de compte avec personne. Mais je serai intransigeant sur les principes de la révolution citoyenne. Je serai intransigeant sur la vision que le président Maurice Kamto implémente. Je serai intransigeant sur les déviations, sur les manipulations, sur les tentatives de nous faire sortir de l'axe de la lutte. This is my job and I'm gonna do that job.
que ceux d'entre vous qui estiment que je suis excessif aillent sur leur page Facebook et fassent mieux que moi. Je ne suis pas parfait. Hein. Je ne sais pas tout faire. Si vous êtes vraiment bien meilleur que moi, faites-le. Et faites-moi signe en disant, voici comment tu dois faire. Montrez-moi comment vous le faites mieux que moi. Car dans cette affaire-là, chacun d'entre nous a le droit d'apporter le meilleur de lui-même. Mais pour ma part, c'est comme ça que je vois ma mission. Ma mission n'est pas d'être un flatteur de masse. Je recommence. Ma mission n'est pas celle d'être un flatteur de masse, mais d'être un éveilleur, un éducateur de conscience, d'être quelqu'un qui aide le discours, la vision incarnée par le président Maurice Kamto à entrer dans les corps, les âmes et les esprits. This is my job. Et de ce point de vue, je ne me laisse décourager par rien. Ah, parfois j'ai des amis du lundi, mardi, ils ne sont pas mes amis, ça ne fait rien. Ouais, maman, la vie continue. Hein. Comme on dit chez nous, la vie, elle continue. Mais je suis rassuré par une chose. Quand je dis parfois une chose la première fois, certains d'entre vous, mes amis, vous me contestez. Quand je reviens 2 semaines après, et je redis la même chose, les amis qui me contestaient il y a 2 semaines me soutiennent. Et ça me renforce dans une chose que j'avais observée à propos du peuple camerounais. J'ai toujours dit que le peuple camerounais est un peuple expérimental. Mais comme les gens, le mot expérimental, là, ils risquent d'oublier, je dis que le peuple camerounais est un peuple expérientiel. Comme ça reste dans la tête de mes gens. C'est-à-dire que les Camerounais apprennent mieux par l'expérience que par la théorie. Si le Camerounais n'a pas encore vécu quelque chose dans sa chair, il faut cogner sa tête pour qu'il comprenne. C'est quand ça tousse sa chair, c'est quand ça pince sa chair, il revient et te dit, hé, grand prof, ce que tu nous avais dit l'autre jour là, ça m'est arrivé, hein. Hé, grand prof, ce que tu disais l'autre jour est vrai. Moi, mon travail, c'est de faire que les Camerounais comprennent avant d'avoir expérimenté. Comme ça, on va éviter certaines expériences. Mon travail à moi, c'est de faire que mon peuple et tous les Africains, mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire, communication politique, mon travail, c'est de faire que, après m'avoir écouté, certaines expériences douloureuses, il les anticipe et il les évite. Mon peuple a un problème, c'est qu'il faut que ça lui arrive d'abord. Les Camerounais, là, tant que ça ne leur est pas arrivé. Depuis que nous parlons du gré à gré, il y en a qui doutaient, non? Le président élu est sorti hier encore. Il nous a rappelé que ça a commencé, non? Il y en a qui doutent encore. Le groupe qui a voulu combattre le constat de la vacance du président, certains s'en vont encore les écouter, non? Malgré que le président élu soit resté dans l'axe du constat de la vacance présidentielle, certains s'en vont écouter ceux qui ont tenté de casser le constat de la vacance depuis le mois d'avril. Les gens s'en vont encore les écouter. Alors que la conséquence pour un peuple qui a ce qu'on appelle l'anticipation théorique, ce serait de dire, mais quand le président élu a commencé à constater la vacance, quels sont ceux qui l'ont combattu? En quoi ces gens seraient-ils crédibles? Alors que dès le départ, ce sont eux qui ont voulu casser la ligne de communication du président élu. C'est ce qu'on appelle l'anticipation théorique et c'est mon travail. Honnêtement, c'est mon travail. Si vous voulez, je peux vous l'apprendre. Je peux vous apprendre ça les 2 mains dans les poches parce que j'ai travaillé pendant des années et des années ces questions-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et franchement, s'il y a un conseil que je voudrais donner aux uns et aux autres, c'est réécouter au moins 3 ou 4 fois le discours de moins de 10 minutes que le président élu a donné hier. Je vous en prie, réécoutez-moi ce discours. Parce que ce discours-là est un condensé de l'urgence de la situation politique camerounaise. Et moi, j'aiderai mon peuple, mon pays natal à rester concentré sur cette urgence. Restez concentré. Restez concentré. Merci, mon cher collègue Guillaume-Henri Nyepi, dont je vois le commentaire ici. Contre la calomnie, tu disposes d'un bouclier, la cohérence entre ta parole et tes actes sur le long terme. Courage, fraternellement. Oui, merci. Et à tous les autres qui ne me comprennent pas aujourd'hui, alors je leur demande de me rendre un service. Soyez patients. Vous qui êtes restés pour m'écouter quand même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec moi, soyez patients. Parce que vous êtes des expérientiels. Vous voyez que les gens qui n'apprennent que quand ça leur arrive. Quand ça va vous arriver, soyez honnêtes. Venez ici et écrivez-moi. Grand prof, ouais, tu avais vu ça. Bon, quand je vous ai parlé de certaines choses qui se sont réalisées, ayez aussi l'honnêteté de venir me voir pour dire que, hey, grand prof, tu avais vu. Tu avais déjà dit. Je me souviens du jour-là. Tu avais dit. Hein?
Alors, très bien, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci de partager ce direct qui est un acte d'éducation citoyenne. Personnellement, je n'en veux à personne. Je ne réglerai de compte avec personne. Parce que nous avons affaire à la fragilité humaine, à la faiblesse humaine, à la corruptibilité humaine. Mais nous n'allons pas laisser la révolution entre les mains de ceux qui, justement, sont victimes de ces défauts. Non, c'est hors de question. Je vous remercie. Portez-vous bien.